Vous savez, nous allons parler de stérilisation. Et la stérilisation des dispositifs médicaux, c'est un des maillons de l'hygiène hospitalière. Parce que ça va concourir à la lutte contre les infections nosocomiales et les infections associées aux soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'efficacité de la stérilisation va impliquer une organisation fiable. Je répète, une organisation fiable selon un système d'assurance de la qualité par la mise en œuvre des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. La stérilisation, c'est un problème de tout ou rien. C'est comme pour le cœur. Ou ça bat, ou ça bat pas. Ou c'est stérile, ou ça ne l'est pas. Il n'y a pas de stérilisation moitié-moitié. La stérilisation fait appel à des procédés physico-chimiques dont il importe de maîtriser toutes les bases scientifiques. Et la sécurité des patients n'est pas négociable. Donc nous devons avoir une obligation de résultat en termes de stérilisation. C'est stérile ou ça ne l'est pas. Et la stérilisation doit s'impliquer dans une politique globale d'hygiène hospitalière cohérente, qui doit faire appel à la stérilisation de l'air, de l'eau. L'architecture, comme on l'a souligné ce matin, doit s'impliquer dans le cadre de cette politique globale d'hygiène hospitalière. L'hygiène des locaux est quelque chose d'important, les tenues vestimentaires, les médicaments, l'alimentation, les soins, tout cela va concourir donc à la lutte contre l'infection nosocomiale et le risque infectieux avec ces facteurs favorisants est omniprésent. C'est l'environnement, c'est la flore hospitalière, c'est l'être humain qui est à l'hôpital ou qui travaille à l'hôpital. Ce sont les traitements, qu'ils soient antibiotiques, corticothérapie, chimiothérapie, actes invasifs. Alors les actes invasifs, avec du matériel, et c'est ce matériel-là qui doit être stérilisé et désinfecté. On ne peut pas travailler sans stérilisation, d'où l'importance du traitement de ces dispositifs médicaux. On ne peut entreprendre aucune action, aucun geste invasif si le matériel n'est pas stérile. Donc, c'est une condition sine qua non. La stérilisation, c'est quoi? C'est la destruction des micro-organismes et surtout le maintien de l'état stérile. Donc, après la stérilisation, on doit rester stérile jusqu'au bout. La stérilisation, c'est une obligation de résultat. Ça s'appuie sur des bases scientifiques qui vont garantir l'efficacité recherchée. Le résultat est directement lié à la stricte application des procédures. Et on doit avoir une probabilité de retrouver un germe, 1 sur 1 million. C'est une norme européenne, c'est la norme 556. Donc la stérilisation doit répondre à des normes. Si elle ne répond pas à des normes, ça n'est pas une stérilisation. C'est quelque chose qui est très évolutif dans le temps parce que la destruction des germes doit se faire sur une courbe logarithmique et même en prolongeant indéfiniment, bien sûr, le traitement, on n'atteindra jamais le zéro puisqu'il ne peut pas y avoir zéro, mais on peut admettre 1 sur 1 million, pas plus. On a une destruction décroissante logarithmique en fonction du temps du phénomène de stérilisation. Alors la problématique actuelle en Algérie, c'est laquelle? Actuellement, le principe retenu dans nos structures de santé date de l'époque du schéma traditionnel, avec des liaisons verticales théoriques, c'est-à-dire on a la liaison propre et le circuit propre et le circuit sale, qui était spécifique entre les plateaux techniques opératoires et la stérilisation. C'est-à-dire on avait un bloc opératoire et à côté, on avait la sté. Et chaque salle opératoire était dotée d'un autoclave qui lui était propre et qui dessert par transfert manuel le bloc opératoire, les blocs opératoires qui sont situés dans des bâtiments qui quelquefois sont indépendants. Et surtout, depuis 1998, la stérilisation à l'air chaud dans le fameux Poupinel est proscrit, prohibée. Le Poupinel a été arrêté en France en 1998. Parce que Poupinel est un Français qui a inventé ce circuit. Et nous, on continue encore en 2012 à importer des Poupinels de Chine pour faire de la stérilisation, ce qui est un non-sens. Alors, quel que soit le service, la stérilisation n'est pas conçue avec un principe de séparation physique des zones de chargement et de déchargement des stérilisateurs autoclaves, comme on va le voir. Les instruments de chirurgie qui ont servi ne sont pas lavés en machine automatique, mais manuellement, avec des équipes soignantes. Je dis équipes soignantes avec quelques interrogations. Quelquefois, c'est la femme de ménage qui lave le matériel. Je ne sais pas où elle a appris, mais enfin, on a pris sur le terrain, paraît-il. Et ça se fait dans le bloc opératoire en plus ou à côté du bloc opératoire. Et ce sont les infirmiers des blocs opératoires qui assurent également la recomposition des conteneurs d'instruments et dans chaque bloc opératoire. Donc c'est quelque chose, les contrôles obligatoires ne sont pas faits.
Il y a des contrôles obligatoires et une traçabilité du processus qui n'est pas toujours assurée et la mise à niveau de ce personnel n'a pas été initiée. On est un petit peu en décalage par rapport aux normes actuelles. Parce que le concept global de cette stérilisation n'a bénéficié d'aucun réaménagement depuis structurel et organisationnel depuis de très nombreuses années. Ce n'est que maintenant qu'on commence à parler de stérilisation depuis l'apparition, enfin depuis qu'on s'est remis aux greffes d'organes. Vous savez que la greffe d'organes, c'est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Si vous ne travaillez pas avec un matériel stérile, ce n'est pas la peine de faire une greffe parce que votre malade va mourir. Puisque c'est un immunodéprimé, on est obligé de lui donner des immunosuppresseurs pour lui éviter de rejeter son organe. Donc il n'a plus de défense. S'il y a le moindre germe, c'est terminé, il est mort. Donc le matériel doit absolument être stérile. Alors, en raison de contraintes structurales, souvent des services chirurgicaux, dus aux bâtiments existants, il n'y a pas de poste de stérilisation en fait. Et actuellement, tous les postes ne se prêtent pas à un agencement qui sont conformes aux règles de plus en plus strictes de la discipline. C'est devenu une discipline. Je signale qu'en France, il y a un diplôme universitaire de stérilisation, devenu une spécialité. Et le personnel qui travaille en stérilisation sont des diplômés. Et donc, ça évolue très rapidement selon des profils épidémiologiques, des infections associées aux soins, comme on l'a vu, on a de plus en plus de BMR. Il est étonnamment impossible d'obtenir la redistribution des surfaces et une zone de lavage conforme avec séparation physique entre le propre et le sale sur chacun des sites opératoires entre des services médicaux, les services chirurgicaux, la stomatologie, les laboratoires qui nécessitent tout du matériel stérile. Et dans la majorité des structures, la stérilisation ne relève pas d'un responsable identifié. En France, il y a déjà 10 ans, il y a eu un décret qui déclare que c'est le pharmacien hospitalier qui est responsable de la stérilisation. Nous, c'est toujours, il n'y a pas le profil adapté à la fonction et on ne sait pas très bien qui est responsable de quoi. Ainsi, la mise en place d'une stérilisation centrale unique qui regroupe l'ensemble de l'activité stérilisation s'impose de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça devrait nous permettre d'échapper aux contraintes de structure, de diminuer le nombre d'équipements de stérilisation dont un grand nombre ne répond plus aux normes actuelles, d'optimiser le nombre total de postes d'agents de stérilisation pour une même activité dans un même lieu et sous une responsabilité commune et de répondre à l'impérieuse nécessité de continuité de service, de gestion du risque et d'amélioration de la qualité des soins. C'est ce qu'on recherche, amélioration de la qualité des soins et sécurité des patients. Alors, comment on va mettre en œuvre une stérilisation centrale? Quels sont les principes généraux? Les principes généraux, c'est que la structuration du service de stérilisation centrale vise à la sécurisation de tous les dispositifs dont la qualité participe à la maîtrise du risque infectieux et à la maîtrise du risque des infections associées aux soins. Comme ça participe également, comme je viens de le dire, à la sécurité des soins. Alors, une stérilisation centrale va viser à optimiser les moyens humains et matériels en centralisant en un seul lieu des activités qui étaient jusqu'alors réalisées sans contrôle qualité et sans sécurité. On a, dans le cadre actuel de nos activités de stérilisation, on n'a aucun contrôle qualité, et dans de nombreux sites qui se situent dans une structure hospitalière. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'appliquer les principes d'hygiène au circuit du matériel, aux locaux et au personnel. Tout cela pour maîtriser la biocontamination de l'environnement. Si on ne maîtrise pas ça, on ne pourra jamais avoir une stérilisation aux normes. Les objectifs généraux d'une stérilisation, c'est quoi, centrale? C'est atteindre les objectifs suivants. Assurer la préparation des dispositifs stériles conformément aux règles de bonne pratique de pharmacie hospitalière. Il y a un document, voilà les bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. Ça doit recentrer l'activité autour de l'instrumentation chirurgicale en utilisant en parallèle davantage d'autres dispositifs à usage unique et on doit créer un pôle d'excellence en termes de stérilisation centrale pour la formation et la recherche au niveau universitaire en stérilisation, puisque je vous dis maintenant c'est devenu une spécialité. Les objectifs spécifiques, c'est d'assurer une traçabilité informatique. Et ça, la traçabilité dans le cadre de la stérilisation est une obligation maintenant, dans le cadre des bonnes pratiques, d'entreprendre la formalisation des procédures d'assurance qualité et de gestion des dispositifs médicaux et de finaliser l'utilisation des données de traçabilité pour la gestion globale des dispositifs médicaux parce qu'il y a toute une gestion, comme on va le voir, de tous ces dispositifs. Parmi les objectifs spécifiques, on va optimiser aussi les stocks des blocs opératoires pour la formalisation d'une gestion de stock optimale à l'instant de ce qui se fait dans l'industrie. Donc on aura les stocks de sécurité, on aura les stocks de travail normal et tout doit tourner absolument de manière cohérente. Et la création d'une nouvelle structure de stérilisation centrale dotée d'équipements neufs aux normes et d'un système de traçabilité va entraîner une évolution, mais aussi
une révolution importante dans la tâche des personnels de santé parce que ça va nécessiter un programme de formation spécifique. Donc quand on parle de stérilisation, il faut le voir en termes d'évolution, révolution des pratiques. La formation doit concerner chacune des étapes de processus de la stérilisation et la mise à jour du système d'assurance qualité inexistant actuellement dans nos structures. Alors pour cela, on va remettre en cause toutes les conceptions organisationnelles des relations bloc-stérilisation centrale actuellement, qui sont actuellement, c'est-à-dire en termes de reconstitution des boîtes d'instruments à distance par le personnel. Il sera impératif de former tout ce personnel parce qu'on va travailler en partenariat entre chirurgiens, médecins, pharmaciens, infirmiers diplômés d'État qui travaillent tous autour d'un bloc opératoire. Et il y a des liaisons même internes ou même inter-établissements entre la stérilisation et les blocs opératoires. Et tout ça doit faire l'objet d'une approche qui doit être adaptée et spécifique. Surtout qu'on va rentrer dans le cadre de la contractualisation de toutes les structures de santé, donc toutes ces activités seront payantes. Alors, un processus de stérilisation, c'est 15 étapes. Les 15 étapes, selon le principe de la marche en avant. Ça commence le pré-traitement, le nettoyage, le conditionnement, la stérilisation et le stockage du matériel stérile. Voilà la marche en avant. Donc ça part de quelque chose de sale pour arriver à quelque chose de stérile qui est stocké quelque part en vue de son utilisation. Alors les étapes sont d'abord la sortie du stock, donc c'est l'arsenal stérile. On va utiliser ces instruments en salle d'opération. Ensuite, après les avoir utilisés dans une salle annexe, on doit les décontaminer. Ensuite, on doit mettre en place les armoires de transport, toujours à partir d'une salle annexe du bloc. 5e étape, on va les expédier vers la stérilisation centrale. Ensuite, on va les réceptionner à la stérilisation centrale. On va laver les armoires. Ensuite, on va laver les instruments, c'est la zone du tri-lavage, l'étape 8. Étape 9, il faudra, dans la zone de conditionnement, reconstituer toutes les boîtes. Ensuite, dans la zone de conditionnement, conditionner toutes les charges, stériliser les charges, sortie des charges stériles. Ensuite, tout cela doit être réexpédié, mise en place des charges dans les arsenaux stériles, c'est-à-dire au niveau du bloc concerné, et stocker tout ça dans des armoires salle d'opération. 15 étapes qui sont une filière qu'on va voir rapidement. Et tout cela est conditionné par un système informatisé pour l'ensemble du processus. Il faut informatiser tout cela, puisque ça doit répondre, qu'on le veuille ou non, vers une démarche de certification ISO 9001. Et donc c'est un processus industriel qu'est la stérilisation. Et on va vers une démarche de certification ISO. Alors voilà donc en image comment ça se passe. Utilisation des instruments dans un bloc opératoire. Donc les instruments maintenant, après avoir été stériles, ils sont devenus sales. À ce moment, il faut les pré-désinfecter au bloc opératoire. Donc il faut les laver. Vous voyez que les instruments sont lavés dans un système qui est aux normes. Et on parlait tout à l'heure de robinets. Regardez maintenant les robinets qui nous permettent de laver. Ce n'est plus les robinets qu'on a vus tout à l'heure sur les photos. Ou une pré-désinfection dans des unités de soins, puisqu'on les lave et tout ça est lavé avec des produits aux normes, avec du matériel adapté et selon des protocoles validés. Voilà le trépied de la stérilisation. Ensuite, on les prépare pour l'expédition vers la stérilisation centrale, donc on les met dans des boîtes. Toutes les boîtes sont numérotées, identifiées selon un listing. Ensuite, elles vont aller dans des armoires qui sont au niveau du bloc. Ensuite, vous voyez que lorsque l'hôpital est grand, elles sont traînées même par une chenillette et elles sont réceptionnées à la stérilisation centrale pour les envoyer vers la zone de lavage. À ce moment-là, elles sont réceptionnées dans la zone de lavage. On va commencer d'abord par les identifier. Notez au passage comment le personnel est habillé. Regardez qu'à ce moment-là, tout est prêt pour la zone de pré-lavage. Ensuite, ça va rentrer dans des laveurs, des désinfecteurs, tout est automatisé. Mais quand c'est du matériel creux ou autre, il faut le laver à la main. Et voilà, là aussi, tout le monde est en tenue, parce que je vous dis, c'est des normes. Ensuite, après la sortie du laveur, ensuite c'est conditionné, c'est enveloppé, c'est ensaché, et tout est conditionné dans des conditions, voilà, en sachet et remis, vous voyez, avec un lecteur pour le code barre. Non, j'espère. Oui. Alors ensuite, c'est préparé à la stérilisation vapeur et c'est sorti des autoclaves. À ce moment-là, c'est contrôlé et libéré, étiqueté, et voilà le code barre. Voilà une salle de stérilisation centrale, comment ça se présente.
Pour les textiles, on doit les stériliser, on les réceptionne, on les vérifie, on les plie, toujours dans les mêmes conditions, on les stocke. Et le matériel qui va servir va être nettoyé, comme on vous l'a dit, mais c'est un nettoyage vapeur qui va nous permettre donc de bien désinfecter tout cela. Ensuite, on va préparer à l'expédition dans des gares à armoires. Et ensuite, c'est réceptionné au niveau d'un bloc. Vous voyez, tout le matériel stérile est réceptionné à ce niveau-là. Tout le monde est en tenue, tout le monde travaille selon des normes. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de référentiel avec le stockage dans les blocs. Le personnel, lui, il a son vestiaire et ses zones pour l'hygiène des mains d'abord, et ensuite vous avez le bio-nettoyage de toutes ces zones qui doivent répondre aux normes actuelles en termes de bio-nettoyage, et les salles de détente et sanitaires et les vestiaires du personnel, comme vous les voyez, y compris leurs chaussures qui sont autoclavables. Et les toilettes ne reposent plus par terre maintenant, puisque toutes les toilettes sont encastrées pour permettre un bio-nettoyage complet de tous ces vestiaires. Alors, le traitement de l'air doit être spécifique, il doit répondre à la norme ISO 08, ISO 8, avec une surpression à l'intérieur, puisque vous avez une ventilation qui s'y prête. Les circulations et les sas vous permettent d'avoir donc les zones neutres, et vous avez une zone technique qui est tout à fait derrière. Voilà donc une stérilisation centrale, c'est l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, c'est celle-là. Celle-là, et voilà comment elle est conçue, puisque c'est un bâtiment qui est modulaire et qui est conditionné de la manière suivante. Vous avez le tunnel de nettoyage, le conditionnement à ce niveau, la stérilisation et le stockage de tout ce qui est stérile, et ça repart sur des couloirs, alors que tout le personnel est ici au milieu et n'a aucune liaison avec le reste. Voilà, en image, il faut dire comment ça travaille en termes de stérilisation. Donc la stérilisation, c'est un process, c'est une reproductibilité avec traçabilité, c'est un personnel formé et c'est un matériel qui est validé quotidiennement. La formation en stérilisation est une obligation. Le contenu de la formation doit parler des étapes de la stérilisation, de l'hygiène, du nettoyage. Vous voyez les 10 points de la formation en stérilisation que j'ai développé ici, et je vous remercie pour votre attention.